20h20 sur les antennes de TM1, c'est l'heure de vous dévoiler le meilleur de chez nous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Djatiguia, votre nouveau magazine culturel qui entend encore une fois tenir sa promesse de vous servir un menu riche et varié. Pendant 52 minutes, nous allons parler culture, nous allons parler mode, nous allons parler tourisme et bon plan, et cela accompagné d'une grande personnalité de ce pays. Je n'en dirai pas plus, les détails dans le sommaire. Ce soir, aux côtés de Neto dans Djatiguia, l'un des musiciens les plus populaires et reconnus d'Afrique. Le chanteur et guitariste malien Habib Kouyaté est de la partie aujourd'hui. Et cela, tout au long de l'émission, il parlera de sa carrière et ses projets dont le Zoom Talent. Depuis plusieurs siècles, les grandes familles de griots transmettent à leurs enfants l'art de la parole et des instruments qui la portent. Confrontés au changement rapide de la société, ceux-ci doivent aujourd'hui inventer de nouvelles façons d'être griots dans un contexte mondialisé. Gros plan sur le griotisme au Mali, cette façon sociale typiquement mandingue qui a toujours joué un rôle fondamental auprès de la société malienne. Issu d'une gestuelle asiatique ancestrale, le microblading, aussi appelé technique sidée, est un maquillage semi-permanent qui permet de restructurer un sourcil de manière plus vraie que nature. On vous dit tout sur cette innovation dans le monde du maquillage qui est arrivée en force depuis quelques années à Bamako et connaît un succès auprès de la gente féminine. Yankadi fait voyager nos papilles dans ce deuxième numéro de Djatiguia et la destination c'est le Japon. Natou, accompagné par Hakim Soul, un amoureux des sushis et spécialiste des bons plats Bamako, sont partis tester pour vous le restaurant Sushi Time. Voilà, c'était le menu de jour, tout de suite le développement. À l'instar de Ali Farka Touré ou encore Boubacar Traoré, Habib Kouyaté est un guitariste prodige africain qui vient de chez nous. Et aujourd'hui, il est cité parmi les grands artistes qui ont fait briller le drapeau malien un peu partout dans le monde. Et c'est avec un immense plaisir que nous le recevons ce soir sur le plateau de Djatiguia. Bonsoir, Monsieur Kouyaté. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, ça va, la malienne, quoi. D'accord. Ouais, Mais quel est votre secret pour garder la forme comme ça? Vous pensez que je suis en forme? Ah bah bien sûr. C'est intéressant. Donc, bon, j'ai fait un peu de course le soir, quelques 4 km, pas plus, avec des poids. Je prends des poids de 2 kilos, je cours avec. Je fais les 4 km, 5, je rentre dans ma voiture, je pars à la maison. Wow. En tout cas, ça vous va très bien. Merci. Alors, tonton, sans plus tarder, nous allons démarrer en culture et c'est tout de suite dans la rubrique Tabolo. La particularité de la culture mandingue, c'est d'avoir préservé une partie de l'art de la parole et de la musique qui lui est associée à un groupe socio-professionnel héréditaire et plutôt fermé, celui des griots. Ce sont les dépositaires de notre mémoire collective et les détenteurs de ce prestige culturel qu'est la littérature ou la tradition orale. Dans Tabolo, aujourd'hui, nous nous intéressons au griotisme au Mali. Quelles sont ses origines, quels sont ses principaux fondements et quel est son nouveau visage dans la société malienne? Tentative de réponse dans ce reportage. Le fameux adage qui dit « les paroles s'envolent, les écrits restent » n'est pas une vérité universelle. En effet, en Afrique de l'Ouest, la littérature a pendant longtemps été orale. Depuis plusieurs siècles, la civilisation mandingue possède une caste chargée de transmettre le savoir historique de génération en génération. Autant dire qu'il est impossible d'évoquer l'épopée de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire mandingue, sans parler des griots. Leur tradition orale remonte précisément au XVIIIe siècle et à ces pages clés de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. C'est cette caste de troubadours, à la fois poètes et musiciens, conteurs et journalistes, maîtres de cérémonies et médiateurs, qui l'ont façonné et en a assuré la postérité. À l'origine, il a été créé, institué pour servir la société. Ka kɛlɛ fɔ k'a ban ka furusiraw tɔgɔma ka janaja kɛnɛw sigi ka denkudiw kɛ ka denw lamɔ ka masakɛ bilasira ka mɔgɔw la kulonkɛ k'u la yɛlɛ. Donc le griotisme a été institué pour justement contribuer à rendre agréable la vie d'ensemble
à travers un certain nombre de comportements. À sa naissance, le griot hérite de tout un bagage culturel et social. Sur ses épaules repose l'histoire de son peuple. Cependant, un apprentissage est requis afin d'être en mesure d'assumer pleinement son rôle. Son apprentissage véritable ne commence qu'après sa circoncision. Chez nous, c'est la transmission. La transmission avec sa déontologie. Donc, quelqu'un qui se dit Soumano Kouyaté Diabaté, un beau matin qui se lève, il s'y met, il n'aura pas la déontologie de la fonction. Être griot, c'est avoir d'abord la formation. Et c'est comme dans le journalisme, l'éthique et la déontologie. Exactement le griotisme, à l'origine, parce que les autres noms de famille, à travers les empires, ils se sont réunis pour confier aux griots, en tout cas, tout ce qu'eux ils portaient comme valeur. L'initiation, c'est ramener le djeli qui est né djeli d'abord, un, à s'accepter djeli, deux, à avoir la volonté de pratiquer cette fonction sociale. Trois, maintenant, l'amener à briser les quatrième murs, soit à travers le chant, la parole ou la musique. Il faut l'amener à briser les quatrième murs. D'où la notion de ceux qui disent ne djeli boboye, je suis un griot mien, ne djeli même là, d'où la notion d'autres pudiques. Non, on apprend à briser ces murs. Les griots peuvent utiliser 3 modes d'expression dans le cadre d'une représentation: la narration, la chanson et l'accompagnement musical. Après l'initiation, maintenant on t'incite à aller vers une filière. Voilà la mauvaise incompréhension de notre société vis-à-vis du djeli à la date d'aujourd'hui. Tout djeli est djeli, tout djeli a droit à la parole, mais tout djeli n'a pas droit à toutes les paroles. C'est comme si vous partez à l'école, après le DEF, vous allez au lycée ou dans une école secondaire, vous êtes appelé à choisir une filière. Après le baccalauréat, vous allez à l'université, vous choisissez encore une autre filière. Et au final, vous vous spécialiserez dans une filière. Au Mali, ce personnage joue un rôle social incontournable. Assistants de la parole, les djelis sont les grands porteurs des nouvelles, les entremetteurs désignés pour les démarches matrimoniales. Le djeli, dans une histoire de conflit, c'était un médiateur social. Le djeli, dans la cour des enfants du roi, dans la cérémonie, c'était un historien traditionnel. Le djeli, en cas de déperdition de la société, il est une boussole, il oriente son peuple. Le djeli, en temps normal, il sert de baromètre pour mesurer. Donc, chaque rôle donne une compétence ou une qualification au djeli. On m'appelle historien traditionnel. Quand je suis au micro, je retrace l'histoire. On m'appelle médiateur traditionnel quand je suis en face d'un conflit. On m'appelle éducateur quand je suis avec les enfants des Djatigi. Ou avec les Djatigi, je leur apprends leur histoire en ce moment. Et en tant que démarcheur pour les relations de mariage, et lui, c'est un diplomate en ce moment. Il joue un rôle de facilitateur, il joue un rôle de diplomate, il joue un rôle de négociateur. Le djeli, il est bourré de compétences. Cela dépend du rôle dans lequel tu le mets. De nouveaux rôles, de nouvelles situations. Le rôle des griots contemporains est complexe. Ils ont évolué avec la situation. Les différences régionales expliquent par ailleurs à ce que l'on attend des griots ou ce qui leur est permis. Depuis quelques années, les griots mandingues se produisent sur scène internationale, chantent des compositions traditionnelles, mais aussi récentes. Certains résident aussi bien en pays mandingue qu'à l'étranger. C'est d'abord acceptable. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le djeli n'est pas que du passé. Le djeli est une parade entre le passé et le présent. Le djeli est une parade. Moi qui retrace l'histoire du passé, j'ai vu le présent. Moi qui suis en train de te parler de l'histoire de nos devanciers. Mes devanciers ne parlaient pas français. J'ai accepté d'évoluer vers la langue française. Mais en gardant l'autre pied dans le passé et le second pied dans le présent,
D'où la notion de griot contemporain que moi je préfère au griot moderne. La nouvelle génération de griots semble sombrer dans la compétition, la vengeance, les critiques, les provocations et surtout les insultes. Et cette pratique est souvent encouragée par les Djatigi, les nobles. Pour avoir plus d'argent, ils sont prêts à insulter un noble d'un autre. Aussi, il devient de plus en plus un appareil destructeur des valeurs culturelles traditionnelles de notre pays. Tout le monde peut devenir griot au Mali, alors qu'il y a des noms spécifiques aux griots. À ses débuts jusqu'à aujourd'hui, le griotisme aussi a pris des coups. Parce qu'avec l'urbanisation et avec aujourd'hui le manque de formation, donc s'improvise griot qui veut, surtout dans les grandes villes où on ne reconnaît personne pratiquement. Il y a des gens qui quittent Djalakorodji, ils vont à Sénou, ils passent toute la journée à Sénou, ils vont de famille en famille pour voir là où il y a des baptêmes ou là où il y a des regroupements de mariage, et puis ils vont tous, ils s'improvisent griot, or que c'est un Koulibaly ou un Keïta ou bien un Traoré ou bien etc. ou bien même c'est un Maïga. Malheureusement, cette histoire de clash-là, on ne parle que d'Algérie. Les prêcheurs le font. Galon de dos. Wajulu Galo Taga. Araperu Taga. Vidomanu Taga. Angelo de Tama Ben Machim. Sira Dobi Jeli So Ben Nyonche. Donc, itini min tadon. Ito de don. Abe ini fait, iki Jeli Nyoron Boya. O Jeli a charia de. A Bunya, a Gassi Sigi. O Jeli a charia de. Maintenant, ni ne combien de droits. Ne m'a ni droit, ni de droit. Parce que abina fa de ko Jeli ya ke. Ala ka yene tata bamula. Ame ko ta balolinda. Quand j'ai côté balolinda. Ça nous balolinda. Ko lu ça va drondi ma. Il va lu to maintenant. On te donne non. Amasi ni ma. Ko chenyumante. Mais ka foko abegla anya se chamangala. Chamambora la bio. Les griots continuent d'occuper leurs fonctions sociales, mais ne semblent pas être des personnages statiques et figés. Ils évoluent avec leur temps, avec la technologie. Il a conscience qu'il peut améliorer son savoir grâce aux technologies de l'information. La fonction musicale des griots a ainsi changé de façon importante. L'avènement des moyens de communication modernes et des nouveaux outils les ont poussés à se redéfinir comme artistes avant tout, avec le souci esthétique de renouvellement formel qui y est lié. La conservation de la tradition est ainsi souvent reléguée à l'arrière-plan, quoi qu'on puisse percevoir chez certains un désir de se réapproprier les racines musicales traditionnelles. De retour sur le plateau de Djatiguia, si vous nous prenez en cours, vous suivez la rubrique Tabolo et le sujet aujourd'hui c'est le griotisme au Mali. Je ne suis pas seule bien sûr, je suis accompagnée de monsieur Habib Kouaté. Alors monsieur Kouaté, on a vu le reportage et il y a un point qui est souligné. Il s'agit des deux rives de cette pratique-là. Et est-ce que vous pensez, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, que le griotisme est en train de perdre ses lettres de noblesse, qu'elle n'est plus ce qu'elle était avant? Est-ce que c'est votre avis? Oui, je pense la même chose parce que voilà, nous sommes dans une situation d'évolution. Hein? Donc, il y a des changements qui arrivent un peu partout, dans tous les domaines. À un moment donné, quand on a développé le showbiz, c'est-à-dire que faire une musique sur un support, le vendre, les choses ont commencé à changer. Par exemple, on est rentré maintenant dans le côté commercial, business commercial, du griotisme qui est devenu le commerce de la musique.
D'accord. Je vois comment expliquer ce virement. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire qu'aujourd'hui, le marketing prime beaucoup plus dans le showbiz. Oui. Et que, en fait, tous ces clashs et ces échanges et tous ces buzz créés par les jeunes générations de griots, en fait, c'est le marketing. C'est juste pour attirer les regards et vendre. Voilà. Mais cela n'a pas dominé tout. Il reste encore un côté pur du griot. D'accord. Il est très important de développer ce côté-là, de le maintenir et surtout de le remettre en valeur. Parce que le griot, à l'origine, d'après tout ce reportage, il règle, si vous voulez, la société. Oui, les conflits. Société. On a parlé du mariage, du baptême, de la mort et le conseil du roi, de l'empereur. Ça veut dire que le griot a ce rôle très très important dans la société et il doit continuer à jouer ce rôle. Cette émission nous permettra à la société et à nous tous de penser encore à ce rôle très important du griot et de le remettre à sa place. À sa place. C'est tout l'objectif en tout cas. Voilà. On a parlé de formation et de filière. Vous êtes musicien mais aussi chanteur. Donc vous avez choisi deux filières du griotisme, c'est ça? Voilà. Moi je suis d'abord, je suis griot. Je suis né griot, je suis Kouaté. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Je suis griot par mon nom de famille d'abord. D'accord. Comme Kouyaté l'a dit tout de suite dans le reportage. Et dans ma famille, on a fait la musique. On fait la musique. C'est-à-dire que ma mère chante. Mon père a toujours joué la musique, la guitare. Et a toujours fait appel à des amis pour jouer ensemble, comme un orchestre. Et votre grand-père qui jouait le ngoni? Il jouait le ngoni. Donc, moi, j'ai grandi dans ce milieu. Après d'être né comme Kouaté griot, donc j'ai pratiqué aussi l'instrument et j'ai chanté. Et je suis allé d'abord à l'école, en plus, à l'école de musique. Donc voilà mon cheminement. L'école de musique, la famille, l'école de musique, et puis moi-même j'ai choisi donc de faire et de jouer un instrument et de chanter. Et sur ce chemin, je suis arrivé à la composition. Donc faire moi-même une musique que j'aurais imaginée. Et le côté musical, les paroles, faire une musique dans une autre langue du pays, aller chercher à comprendre cette langue, écrire la chanson, le traduire dans cette langue qui n'est pas le khassanké par exemple, une chanson sonraï que moi je chante, je ne parle pas sonraï, mais c'est une langue malienne et moi je suis malien, je suis khassanké, je suis allé chercher, j'ai tout écrit et j'ai tout traduit et j'ai tout appris et j'ai créé la mélodie là-dessus sur les mots et j'ai cherché le côté instrumental qui peut l'accompagner. Donc c'est une création, c'est quelque chose qui est nouveau dans un style qui est malien, mais c'est nouveau. Donc en ce moment, mon côté griot a pris une autre dimension, si tu veux. Merci beaucoup, Monsieur Kouaté, pour votre avis sur le sujet du griotisme au Mali. Mais à présent, nous allons parler tourisme et bon plan. Et c'est tout de suite dans la rubrique Yankadi. Alors, Monsieur Kouaté, ebe mouneke qui nyanaje Bamako, il y a temps libre nous na ibitami ibe munke am fait koudon. Bon, nebe nyanaje munke mere nyanaje ni femi par exemple. Bon, est-ce que ne kan nyanaje famba be bon guitare forde généralement. Bon, ça dit que mes guitares fournies avec mes musiciens. D'accord. Ça c'est une répétition. OK. Mais avec nyanaje fana. Mais nyanaje ni guitare une clé ni guitare.
c'est comme une thérapie pour moi. Nimba ke akli ta kojugu foi la, akli te fin foi la ni musique ni son ni fond. Donc ça m'amuse beaucoup, ça me détend beaucoup. Donc au bois là, bon, j'ai aussi j'ai une maison comme un espace, un espace de loisirs, donc où je fais jouer des groupes. Les groupes où on a joué, je suis présent là-bas. On a bien rien à dire parce que mes musiciens, mes jeunes musiciens, je les vois en train de jouer la musique, beaucoup de talent, et ça c'est un moment très agréable pour moi, voilà, et ça me détend. D'accord. À part ça, il y a des petits moments courts de sport. Bon, ok, no. ça c'est punition RRD. Mais bon, et ça me fait beaucoup de bien. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'il y a spécialité en termes de restauration? Est-ce que spécialité asiatique ou kadi? Bon, j'ai beaucoup voyagé. Là, asiatique. Je voyagé à Jamana. Notamment, je suis allé dans beaucoup de pays asiatiques où j'ai été obligé là-bas de manger la cuisine asiatique. Bon, mais dans le pays, en Asie, l'Asie c'est grand. Donc, le Japon, Chine, Taïwan, bon, en Indonésie, mais généralement on dit asiatique, mais par exemple, au Japon, c'est asiatique, sushi c'est japonais, par exemple. Sushi ka ou malo blanca, quelque comme une c'est comme ça voilà malo là katla fin d'assa fait comme saumon ou bien fait bon aucun c'est japonais et c'est très très bon et généralement ils n'utilisent pas tout le chaman moi j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Ouais, en général. Ça tombe bien, Monsieur Kouaté, parce qu'aujourd'hui, je vous propose un décollage culinaire immédiat à destination pour le Japon. Je suis allée tester pour vous le Sushi Time, un restaurant japonais qui propose à Bamako des spécialités typiques du pays du soleil levant, avec des techniques revisitées de manière subtile ou encore moderne, en ajoutant des ingrédients nouveaux comme le fromage par exemple. Mon invité Hakim Soul et moi avions été submergés dès notre arrivée par une ambiance japonaise à mi-chemin entre la douceur et l'apaisement. Et une chose est sûre, on s'est bien régalé. La preuve en image. Je suis à Fasokanou, quartier situé dans la commune 6 du district de Bamako, précisément dans la rue et sur l'alignement de la résidence de l'ambassadeur de Chine. Je suis venue aujourd'hui tester pour vous le Sushi Time, le tout premier restaurant à Bamako qui a fait des sushis sa spécialité. Maki, sushi, sashimi ou encore tartare. Je vous propose de m'accompagner dans ce voyage culinaire japonais en plein Bamako et cela dans un cadre et une ambiance plutôt cosy. C'est parti. Bonsoir, bienvenue chez Sushi Time. Merci beaucoup. I'm a fool for you, so whatever. They can talk about me whenever. I'm a fool for you, so whatever. I'll be here by your side whenever. We are lovers, we live forever. Alors merci de nous accueillir au Sushi Time. J'adore la décoration, c'est original. Merci beaucoup, merci pour la visite. Oh, c'est un plaisir. Alors dis-moi, comment est-ce que cette aventure avec la restauration a commencé? Oui, alors il faut savoir que moi je suis une très grande fan des sushis. Donc quand j'ai quitté le Québec en 2017 pour venir m'installer au Mali, j'avais beaucoup de mal à trouver un restaurant qui offrait des poissons frais, donc des produits japonais. Et tranquillement, j'ai commencé à moi-même commander mes propres produits pour faire mes propres sushis.
Et de fil en aiguille, j'en faisais chaque jour et j'en faisais pour mes amis, pour la famille. Et donc mes proches ont commencé à faire énormément de pubs sur « Waouh, des sushis à Bamako, où est-ce qu'on trouve ça ?» Donc vraiment, c'est comme par un hasard en fait que toute cette aventure a commencé. Et donc après cela, donc j'ai lancé un service traiteur que j'ai fait pendant 2 ans où je roulais des sushis chez moi. Donc les clients commandaient, soit ils m'appelaient ou soit ils commandaient en ligne. Et donc après ça, on faisait les sushis et le soir, on livrait chez les clients. Mais pourquoi la cuisine japonaise spécifiquement? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi les sushis? Comment cet amour pour les sushis est né, on va dire? Oui, donc je pense que c'est vraiment tout ce côté fraîcheur que moi personnellement m'attire beaucoup et je pense que c'est ça qui attire aussi les clients qui aiment les sushis. Donc la fraîcheur, des produits crus en fait. Il faut savoir que c'est quand même des poissons crus, donc c'est une nourriture qui est raffinée. Donc tout ce qui est raffiné, personnellement, c'est quelque chose qui m'attire. Mais qu'est-ce que vous proposez ici quels sont les différents mets que vous proposez? Alors, donc c'est un restaurant japonais, les plats sont spécialement japonaises. On a des entrées japonaises, par exemple des gyoza qu'on fait nous-mêmes, que nos chefs font. Ils pétrissent vraiment la pâte, ils font tout eux-mêmes. On a des brochettes yakitori, qui est yakitori bœuf fromage, qui est super bon avec une sauce teriyaki très très épaisse, très très bon en bouche. Et on a aussi des entrées froides, donc des produits qu'on ne trouve pas nécessairement ici. Par exemple, la salade wakabe, donc c'est une algue, en fait un plat à base d'algues de mer. Donc quand on goûte, on sent vraiment toute la fraîcheur de la mer. Donc c'est des plats intéressants que beaucoup de gens aiment beaucoup. Et bon voilà, Sushi Time, hein, le nom le dit, notre spécialité sushi, à base de poissons, fruits de mer. D'accord. Et vous êtes ouvert depuis quand exactement le restaurant, le bar à sushi? Voilà, donc Sushi Time existe quand même depuis plus de 2 ans, mais le restaurant est ouvert tout récemment au mois de décembre 2020. Quels sont vos horaires d'ouverture? Est-ce que c'est ouvert toute la semaine? Oui, donc il faut savoir qu'on a des horaires quand même assez atypiques. D'accord. On est ouvert tous les jours de la semaine sauf le mardi. On veut que quand même nos personnels se reposent, ils travaillent beaucoup, ils font de longues heures. Donc mardi, on est fermé et on est ouvert de 11h à 20h. La cuisine ferme à 21h30, mais on a une petite pause entre 14h30 et 17h. Voilà, si les personnes veulent organiser des événements ici au restaurant ou chez eux, il y a moyen de faire quelque chose. D'accord, super. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un sushi lover. Il va arriver d'une minute à l'autre et il va m'accompagner pour tester tout ça. Génial, bienvenue et bon appétit. Merci beaucoup. J'ai décidé de me faire accompagner aujourd'hui pour tester le Sushi Time par un amoureux des sushis. Jeune entrepreneur, Hakim Soul est le président de Malimo d'Association, le fondateur de AS Agency et le promoteur de Anou Bamako. Donc en plus d'être un sushi lover, c'est un vrai connaisseur des bons plans Bamako. Coucou Natou. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Je suis pas très en retard. Non, ça va. Mais bon, je t'attendais pour manger. Ah, j'ai super faim aussi. Hein. T'es pas seule là. Alors, comment ça va? Je vais très bien. Alors, je t'ai choisi parce que tu as un sushi lover. Grave. Mais dis-moi, les sushis ne font pas l'unanimité. C'est vrai. C'est bien au contraire. Tout le monde n'aime pas les sushis. Ouais. Qu'est-ce que toi tu aimes particulièrement les sushis? Moi, je pense qu'à la base, comme tu le sais, je suis un peu dans le domaine de l'esthétique, de la mode et tout. Je pense que j'ai dans un premier temps été attiré par, tu sais, le design, la présentation, la délicatesse même en fait
de ce plat-là et la présentation aussi. Et puis c'est un truc aussi en fait qu'on est obligé de manger avec un certain raffinement, tout ça. Donc je pense que dans un premier temps, c'est ce qui m'a d'abord attiré. Et en secondant, en fait, je pense que ça va être un peu le goût souvent, le mélange du sucré, du salé des fois avec... voilà. Donc, en plus, personnellement, je pense que c'est un plat original en fait. Je suis attiré par un peu les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et sans parler du goût, quoi. Goût, hein. Donc j'ai bien fait de t'inviter. Ah non, mais si tu ne m'avais pas invité, je me serais senti très vexé. Non, mais ça va, c'est cool. D'accord. Alors parle-nous de Anou Bamako. Anou Bamako qui a récemment reçu le trophée du meilleur blog malien. L'idée de départ, en fait, c'était de créer ce blog-là, en fait, qui allait faire découvrir un peu tout ce que Bamako propose aux Bamakois et à ceux qui viennent ici. Parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui sortait beaucoup, j'allais dans les restos, les clubs, tout ça. Et à chaque fois, en fait, mes potes et tout, quand ils veulent sortir, ils m'appellent « Ah, Hakim, qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? Qu'est-ce qu'il y a comme événement ?» et tout. C'est là que je me suis dit peut-être qu'il y a justement ce besoin-là, en fait, d'avoir une plateforme qui va un peu répertorier tout ce qu'il y a de cool, tout ce qu'il y a de fun dans la ville. Le but même de cette plateforme-là, c'est de mettre en avant le meilleur de la ville, que ce soit les personnes tendances, les artistes, les talents, les lieux, les événements, en tout cas tout ce qu'il y a comme initiative positive et qui valorise Bamako et le Mali au final. Félicitations déjà. Merci. Alors pour finir, j'ai annoncé à mes téléspectateurs que tu es l'un des connaisseurs des bons plans Bamako. Qu'est-ce que tu fais pour te divertir? Quelles sont les activités que tu fais pour te divertir à Bamako? Alors, à part manger des Donc je pense qu'en fait, ça a beaucoup changé hein, parce qu'au départ, j'étais quelqu'un de vraiment nuit. En fait, c'est-à-dire que quand je sortais la nuit, je sortais vraiment la nuit en fait. Mais maintenant, ça a vraiment changé. Je préfère plus peut-être les week-ends un peu hors de Bamako, changer un peu d'air. Je suis plus trop club. Je suis plus peut-être attiré par un peu les espaces rooftop, tout ça, plein air, calme, voilà. Et peut-être en journée, ça va être pareil, aller faire un brunch, tout ça, et profiter quoi. Il faut dire que de plus en plus à Bamako, on commence à avoir des options. Heureusement. Heureusement. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, en fait, on avait peu d'endroits au final, mais à force qu'il y ait des endroits qui ont osé ce pari-là, on commence à avoir des personnes qui ne se limitent pas en fait qu'à la bouffe. Là, par exemple, tu as des restaurants avec des concepts, comme par exemple le Sushi Time. Les gens essaient d'innover, que ce soit dans la scénographie, que ce soit aussi dans ce qu'ils proposent comme service. Donc, je pense que c'est très bien. On commence à avoir cette diversité. Pour Hakim, je ne sais pas pour toi. Ah, j'ai très faim. J'ai très faim. Il faut qu'on mange maintenant. Hein? Voilà. Et toi, du coup, toi, c'est avec ça ou avec ça? Oh, avec le parce que les baguettes, là... En fait, là, c'est lent pour moi. Non, même si je ne maîtrise pas. Non, moi, j'ai du mal. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne colle pas. Je pense qu'on va se contenter... Voilà, on va utiliser les fourchettes. On va faire ça. Les boissons arrivent. Oui, c'est coloré. Hein. Ouais, c'est joli. I stand for your door, you know. I've been waiting, baby. I stand all night, my love. I've been waiting, baby. I see me, I don't go leave it. I go show you, say I need it. Baby, your love is the beam it. You give me sexual healing, yeah. I see me, I don't go leave it. I go show you, say I need it. Baby, your love is the beam it. You give
me sexual healing, yeah. Say you no go leave me, I'm a fair. Say you no go leave me, you don't say. Say you no go leave me, oh baby. I go cry, I go give myself back to your follow. Say you no go leave me, I'm a fair. Tu vois ce que je te disais? Ils ont pris le soin de bien disposer avec les couleurs, tout ça. I mean, what the man on here does see, and tear and they envy and they jealous. They do grams to have you be rado. No go wait until tomorrow. If you leave me, I go mad, oh, I go die, oh. My will not bend now. I'm not leaving you. Oh, I know how carry me, oh. Say you no go leave me, I won't fail. Say you no go leave me. Say you no go leave me, oh baby. I go cry, I go give myself back to your follow. Say you no go leave me, Alors, À qui? Oh, non, vas-y. honneur aux dames. Ah oui, oui. Honneur aux Égal, dames. ouais. Bon, on partage. Non, ok. yeah. I will not man no how marry me. Go on, no how carry me. Alors, bien mangé? C'était délicieux. C'est bon, vous avez bien aimé les On s'est sushis? régalé. Super, et les bubble tea, vous avez aimé également? Oui. Donc celui-là, c'était le bubble tea au taro. Le taro qui fait partie de la famille des patates douces. Donc c'est très très doux en bouche. Avec des perles de tapioca et des perles de pêche qui éclatent dans la bouche. Oui. Donc, je ne sais pas si vous l'avez senti. Ah, j'ai senti. Exactement. Donc ici, on est plus dans le fruité avec du jus de pastèque et des perles de fraises à l'intérieur. Ça, c'est léger, ça rafraîchit. C'est rafraîchissant, c'est même en même temps appétissant, on va dire, parce que c'est assez riche quand même, je trouve. Tout à fait, oui. Super. En tout cas, merci beaucoup pour la belle visite. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de nous recroiser. Ah, avec plaisir. Hein. Bah oui, on revient quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Un coup, Bonayoka Mwangu. D'un coup, amour et d'un coup, elle a conquis mon cœur. D'un coup, elle a changé ma vie. Ma star, mon bébé. D'un coup, un coup, elle me dit je. Merci beaucoup à Nénette Diallo, la promotrice du Sushi Time, de nous avoir reçus chez elle. Pourtant, vous avez vu, hein? Je me suis régalée, hein? Ah oui, ça c'est un bravo. Et moi, je suis surpris d'abord qu'il y ait un sushi, un bar à sushi. On dit, un restaurant sushi japonais à Bamako. Ça me surprend beaucoup. Mais ma plus grosse surprise, c'est que le restaurant est tenu par une Malienne. Une dame Peul. Alors, j'ai cherché, j'ai dit, mais est-ce que dans son personnel ou dans sa cuisine, il y a un Japonais peut-être qui est caché là-bas, qui est en train de faire les sushis? Mais non, c'est elle-même qui fait tout ça. Oui. Alors, ça c'est magnifique. Et ça, c'est bien à apprendre que au Mali, on a tant d'ouverture. Le sushi, par exemple, c'est du poisson cru, du saumon cru, qui est couché sur du riz. Un lit de riz. Alors, les Maliens, on mange le riz. On aime le riz. Mais on aime notre riz avec un anyuguna, quoi. Comme kinini nyuguna. Ne fait qu'il y a un dumuni jumɛn de ka di an yɛrɛ ta un modèle jumɛn de min ka préféré dumuni ka di ne yɛrɛ bon ti kelen ye quoi mais fila de don fila u bɛ fɔ ɲuguna tigɛdɛgɛma quoi jawo de y'a to i bɛ k'a fɔ ɲuguna depuis là voilà on ni malo mais malo min mɔlen il faut que malo ka mɔ kosɛbɛ quoi voilà après to fana ka di n ye kosɛbɛ ni surtout ni y'a naji kɛ farimanugu ka naji la a sauce rouge la quoi comme farimanugu jɛgɛ voilà jɛgɛ modèle dɔ de don voilà au plat fila ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ. À présent, chers téléspectateurs, nous allons parler beauté et c'est tout de suite dans la rubrique iParis. Belle ligne
ligne de sourcil est un atout de taille pour définir et embellir son visage. Au vu de cette grande tendance beauté, de nouvelles prestations esthétiques ont vu le jour. Parmi elles, la micropigmentation, plus connue sous le nom de microblading. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Nous avons posé la question à Fatoumata Traoré, esthéticienne et promotrice de l'Institut de beauté Fatima Ways. On l'écoute. Pour moi, personnellement, ça change la vie. En tant qu'une femme, les sourcils font partie. Les sourcils, c'est tout ce que tu ressens. La tristesse, la joie, ça reflète vraiment, ça t'aide à communiquer avec tes émotions, avec ton visage. Donc les sourcils, c'est une partie vraiment importante du visage d'une femme. Ça, c'est vraiment important. Donc ce qui fait que la micropigmentation, pour quelqu'un qui ne sait pas se maquiller, qui n'a vraiment aucune idée d'où commencer ou d'où finir, et c'est la tendance, maintenant tout le monde a des beaux sourcils, tout est bien joli chez tout le monde. Mais quand tu as le microblading ou le microshading, ça change complètement ta vie, littéralement. Tu te réveilles comme ça. Le microblading est une innovation dans le domaine du maquillage permanent. C'est-à-dire le microblading consiste donc à remplir les sourcils, mais de façon naturelle par des tracés. On imite l'effet poil, donc on va insérer les pigments en forme de traits. Comme la manière dont les poils naturels des sourcils poussent, donc on va venir remplir sans pour autant avoir une ligne assez voyante, visible ou qui ne fait pas naturelle. Alors, la différence entre le microblading et le microshading, c'est que le microshading est une micropigmentation. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes outils qu'on utilise, ni la même technique. Pour le microblading, comme j'avais dit, c'est des traits qu'on forme en forme de poils. Faire un remplissage avec des traits. Alors que la micropigmentation, comme on appelle le microshading, on le fait avec la machine. Et donc la machine, en réalité, c'est un mouvement de pigments. En fait, on injecte des pigments sans pour autant se baser sur une zone précise, sans faire c'est-à-dire sans appuyer sur une zone pour qu'on puisse voir la démarcation. C'est-à-dire tu auras un effet ombré, des sourcils tracés, mais on ne verra ni le début ni la fin. Il y a des gens, par exemple, qui ont le sourcil déjà bien garni, mais ils ont une inégalité au niveau de la forme. Ça, c'est pas pareil, ça, c'est pas pareil. Ça, on peut faire un microblading pour rajouter, pour vraiment remplir. Mais il y a des gens qui n'en ont pas forcément derrière, ils en ont devant, ils en ont aussi. Donc, on peut mixer les deux. Mixer les deux techniques, c'est-à-dire faire du microblading devant les sourcils et à l'arrière, maintenant, faire de la micropigmentation. Mixer les deux techniques pour avoir un rendu naturel, mais plutôt sophistiqué aussi. Ça fait des sourcils parfaits. Appelle-moi Cataléa, t'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. On utilise une encre différente de celle qu'on utilise pour les encres de tatouage. Maintenant, ils ont vraiment fait beaucoup de recherches par rapport au type d'encre à utiliser, parce qu'avec les anciens tatous, les anciennes encres qu'on pouvait utiliser pour faire les tatouages des sourcils, après ça se mélangeait aux cellules et donnait des couleurs, d'autres couleurs. Ça vire au vert, au bleu, au rouge au fil des ans. Donc maintenant, ils ont sorti des encres à base végétale, des encres qui n'auront pas tendance à ternir avec le temps ou changer de couleur. En fait, c'est une aiguille en forme de lame. Ce n'est pas une aiguille, ça dépend. Parce que pour les hommes, on a tendance à dire que la peau est un peu plus épaisse. En fait, on a une lame qui quitte de 10
petites, minuscules, réellement aiguilles, fines, très très fines, mais qui sont les unes accrochées aux autres. Et donc quand on fait le trait, c'est plusieurs aiguilles qui le font, mais on a l'impression que c'est une lame. Par rapport à la douleur, comme moi j'ai fait ma formation aux États-Unis et que là-bas, on est toujours autorisé à utiliser des anesthésiants locaux, anesthésie pour peau fermée, anesthésie pour peau ouverte. Mais pour celles qui ont fait leur formation en France ou dans les pays européens, ils ont interdit l'utilisation des anesthésiants, ce qui fait ma particularité. Pour pouvoir réaliser une procédure complète de microblading, il faudrait prendre entre 1h45 à 2 heures. Moi, je dirais 2 heures de temps. Pour la cliente, je lui dirais 2 heures parce que la partie la plus importante, c'est d'avoir la forme parfaite. Parce que c'est quelque chose qui sera là, qui durera entre 1 et 3 ans, dépendant des peaux, ce n'est pas permanent. Mais avoir quelque chose sur le visage pendant des années, il faut vraiment être sûr de son choix. Déjà, le microblading se passe en 2 phases. La retouche, elle est obligatoire. C'est-à-dire, quand tu fais ta procédure aujourd'hui, on te demandera de revenir 1 mois après pour ta retouche, qui est compris dans le prix, dans ce que tu payes. Tu dois obligatoirement revenir parce que au commencement de la cicatrisation, tu vas voir que les pigments qu'on a mis aujourd'hui seront parfaits. Le lendemain, les 3 jours qui vont suivre, ça commencera à devenir plus foncé parce que le microblading est vraiment superficiel. C'est pas comme les tatouages, on ne va pas aussi profond à l'intérieur de la peau. Donc, la peau va commencer à se cicatriser sur les pigments et va former une croûte. Il va essayer de rejeter les pigments. Et donc, pendant le processus de guérison, de cicatrisation, tu vas perdre 40% de la pigmentation de base. Et donc, tu seras obligé, et ça peut altérer réellement la forme des sourcils. Et tu es obligé de revenir pour une deuxième retouche. Alors, la cicatrisation, c'est vraiment une cicatrisation sèche. C'est une guérison vraiment sèche. Pas d'eau, pas d'exposition au soleil, pas de piscine, pas de sauna, pas de transpiration, pas se laver avec de l'eau trop chaude, pas d'eau. Surtout pas d'eau. Et ne pas être à la cuisine, être en contact avec les trucs ou les sources de chaleur. En réalité, pas de piscine, pas de... Vraiment, on n'y touche pas. Pas de maquillage pendant 10 jours. De retour sur le plateau, c'était le microblading, Monsieur Kouaté. Quand je regarde ça, Bene Hakli Djigi, ni sous technique de là quoi. Oui. Parce que na ya jatemine na fa ya fo chuko mina miseli chama de noronil mi yorona. Donc na ya chou ankla aba akeka soro ka do igolo fait quoi. Donc o de jabe bo comme tatouage. Oui. Donc ani ni sous technique fait bolé do ko non, je crois que à Bekelene. À Bekelene peut-être que ni sous la be fin fima minda voilà. Donc peut-être qu'au matériel ni blading matière technique quoi. Comme tatouage nous que généralement fragile Amérique nous na mo fari tatouer ni produit fima ni daka. Je voulais savoir, quel est votre avis sur les artifices chez les femmes? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la femme doit rester naturelle, pas trop d'artifices, pas trop de maquillage, des mèches, ou elle peut faire ce qu'elle veut tant qu'elle se fait belle, c'est l'essentiel? Comment se faire belle?
c'est dans ces détails, c'est dans les détails on va peut-être aimer certaines actions ou ne pas aimer. Par exemple, une femme qui pense dépigmenter sa peau pour se faire belle, par exemple, moi, je n'aime pas une peau de femme dépigmentée. Je n'aime pas du tout. D'accord. Voilà. Et d'autres. Je n'aime pas, et en plus, je sais de façon scientifique que c'est dangereux pour cette femme. Pour sa peau, il y a des problèmes de cancer qui peuvent arriver, il y a des problèmes de vieillissement précoce. De vieillissement précoce qui va beaucoup altérer le derme ou je sais pas, l'épiderme. L'épiderme, oui. Voilà. J'ai connu des exemples de femmes qui ont accouché par césarienne et que la plaie n'a pas pu se cicatriser à cause du fait que le derme et l'épiderme, enfin, ils ont été beaucoup désaltérés, désaffectés par les produits. Okay. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, le meilleur pour la fin. C'est tout de suite le focus sur Habib Kouyaté dans la rubrique Zoom Talent. Alors, je vous l'annonçais, c'est un remarquable guitariste qui m'accompagne sur ce plateau. Habib Kouyaté est sans conteste l'un des guitaristes africains les plus actifs sur la scène internationale. Et aujourd'hui, il a près de 40 ans de carrière. Oui. 40 ans de carrière. Ça fait beaucoup, hein? Oui, 40 ans. Bon, on remercie le bon Dieu. Bon Dieu. Parce que... la carrière, les carrières sont différentes. Hein. On peut dire que ça fait 40 ans ou même plus que je fais de la musique. Oui. Mais quand on parle de carrière, ça veut dire qu'on l'a fait très fort, on l'a fait très fort, on l'a fait un peu partout. Beaucoup de concerts à travers le monde, beaucoup de voyages. Ouais. Et ça demande d'être en santé. Donc, déjà, il faut remercier le bon Dieu de pouvoir rester sur scène, bouger, chanter, danser, courir, jouer la guitare, se baisser, se relever, saluer le public et avoir aussi toute l'intention de un retour chaleureux. Le retour chaleureux du public. C'est le meilleur cadeau aussi qu'on peut faire pour un musicien comme moi, c'est de voir un public devant toi qui se sont déplacés de chez eux pour venir t'écouter ou te voir faire la musique. Donc, tout est bien pour moi. Alors, M. Kouyaté, on va faire un peu de rétrospective. Moi, je veux qu'on revienne à vos débuts et surtout à votre choix pour la guitare. Comment est né cet amour pour la guitare? C'est vrai que votre père, il fait une guitare fort, mais... Il y a guitare kanu aborami exactement. Bon, il y a asroso. Bon, moi que au ben gonifo. D'accord. Moi que fana fa au fana gonifo ladi. Bon, we a for moi que fa au ba fo kwa kan goninkan. Kwa be komi avec folie que Djinodi. Je l'ai pas connu. J'ai connu quand même mon grand-père. D'accord. Donc, au point fort à Donanto là, mais en regardant qu'on sent, arrivé à mon père, il y a toujours la musique. Mes grands frères, nous sommes 17 frères et sœurs. Bon, c'est une grande famille où il y a toujours de la musique. Mes frères aînés jouent tous de la guitare. Non, là, on a une guitare sur le on a dit. Une guitare sur le Fleni, il y a flûter maintenant. Nos grands frères ont été fiers, nous faisons sur so. Donc, alibi, ali c'est ça, il y a une guitare boroda fleni makono. Bon, dem c'est une fleni là, on venait boulot de jouer. Et je le joue sur scène aujourd'hui. Et guitare djarania. Et puis guitare djarania et puis musique de fana djarania ko du quoi. Comme musique fort. Donc ne maintenant ne be wali musique la main. Main to la, flo cassette la. Ne guitare tamba c'est ka ou la digi.
Bon, au fana, pour y casser coquet, quand il sur là, il faut que il clo kadja. C'est-à-dire que Claudia te ko ni mangankera, il va mettre un beka. Claudia est comme notre auteur donc ni métane. Aux sensibilités, c'est naturel. Donc, on va à la soin quoi. N'y guitare fort, kateme guitare fort la toga. Mais fin d'ordre qui est un peu spécial. D'accord. C'est une guitare fort là, tellement bas de bien. Au lieu de minke, ne se qu'à tla, ne se qu'à que. Mais nous faire un fitting d'ordre qui est un peu différent, qui est nouveau. Voilà. Au lieu fana to rango don. Beaucoup guitare fort là-bas, mais guitare fort là-bas bien. Mais quand santé en ma faut qu'il guitare fort là-bas, il y a 4 ans de formation que Inala. Oui. Il aura major de promotion, votre promotion. Et juste après, vous obtenez un poste de professeur de guitare. 4 ans après avoir été dans cette même école. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que vous avez vécu cela? Bon, c'est parce que d'abord, quand nous on a fini, enfin notre promotion 118-82, on a fini 82 juin, et puis en ce moment, la dernière année entre 81 et 82, il y a des professeurs de l'Institut national des arts, ou Chamantara, quoi. Ils sont rentrés. Donc nous, les meilleurs de chaque section, de la promotion 118-82, les 2 meilleurs, on nous a tous retenus directement à l'Institut national des arts pour enseigner. Donc on n'a pas fait de concours de fonction publique, rien. On a intégré automatiquement la fonction publique en juin, fin juin, juillet 82, et en octobre, on était à l'école, dans la même école, comme professeur. Il paraît, selon l'un de vos anciens élèves, qu'en tant que professeur, vous avez une particularité, c'est que vous exigez que les élèves partent avec les guitares à la maison pour s'entraîner. Ce n'était pas le cas avant, c'est ça? Oui. Bon, parce que c'est l'Institut qui donne les guitares. Ce sont les guitares, on dit les guitares classiques. Hein. C'est spécialement pour les débutants. Donc, les élèves venaient pendant le cours, et puis on leur donne les guitares, et après le cours, on remet les guitares dans le magasin. Ah, ils n'avaient pas le droit de l'utiliser chez eux? Pour apprendre la guitare, un instrument, il faut l'avoir avec toi. D'accord. Parce que j'ai vécu le cas. Je ne peux pas, maintenant que je suis devenu un professeur de guitare, mon élève a la guitare pendant quelques nos heures, 2 heures. Le soir, il ne peut pas s'exercer. Après, il va chez lui, c'est oublié, parce que quand il va revenir au prochain cours, il n'aura pas fait d'entraînement. Donc, c'est obligatoire qu'il puisse s'entraîner, apprendre ce qu'il a appris avec le professeur, s'entraîner. Parce que jouer une guitare demande beaucoup d'entraînement. Mais vous, dès vos débuts en tant que musicien, enfin, vous avez côtoyé des musiciens reconnus tels que le balafoniste Keletigi Diabaté ou encore Toumani Diabaté. Est-ce que cela a eu un impact sur la suite de votre carrière? J'ai rencontré d'abord, enfin, Toumani, je suis plus âgé que Toumani, en âge, hein. Mais Toumani est plus âgé que moi en musique. Toumani c'est un jeune musicien qui a fait le tour du monde longtemps avant tout le monde. D'accord. Oui, seul avec Sakura. Et ma première fois d'aller dans un gros festival en Europe, c'est Toumani qui m'a amené. D'accord. Ma première fois, un gros festival, beaucoup de monde, des milliers de personnes, c'est une grosse scène. C'est Toumani qui m'a amené. Donc, voilà ce que j'ai eu de lui. Donc, tout ça a accompagné, si tu veux, ma carrière. Et à un moment donné, quand j'ai créé mon groupe et qu'on a commencé à tourner beaucoup, j'ai changé de musicien à un moment donné. Et j'ai fait appel
Le groupe Bamada. Le groupe Bamada. Alors j'ai un élément qui jouait le balafon, il jouait le tamani, il jouait le goni. Donc c'est un élément qui était comme trois garçons hein, sur la scène, comme on dit les 5 garçons dans le vent. Et donc quand il a quitté le groupe, j'étais obligé de faire appel à 2 personnes. D'accord. Voilà, parce que je n'ai pas facilement trouvé une personne qui peut jouer les 3 instruments. Donc j'ai appelé Keletigi Diabaté. D'accord. Qui est comme mon père. D'accord. Qui est un instrumentiste, enfin, je suis même allé le prier parce que la différence d'âge qu'il y a entre nous, que je l'appelle pour qu'il vienne jouer avec moi, c'est un aîné. Il a accepté et on a fait le tour du monde 10 fois ensemble. Et chaque fois, on faisait attention à lui parce que il prenait de l'âge. C'est un monsieur immense, il a fait des concerts avec des grands jazzmen qui jouent le xylophone, le balafon européen, le xylophone, avec des Américains noirs qui font du jazz. Il a fait beaucoup de choses. Il a joué avec l'aveugle, comment il s'appelle, le pianiste Stevie Wonder. Stevie Wonder, oui. Okay. Et il a fini avec moi. On a pu tourner ensemble pendant 15 ans. Alors, Cigarette Habana, c'est votre titre fétiche qui vous a fait gagner toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà, on va dire. Qu'est-ce qui vous a... D'où est venue cette inspiration-là? Parce que j'ai l'impression que c'est un mélange de militantisme et de joie de vivre. Ouais. C'est sensibilisé, mais avec beaucoup d'humour et de joie. D'où est venue cette idée de chanter No More Cigarette? La toute première inspiration de ce morceau, c'est que moi, je jouais... avec Omar Koïta, un musicien malien aussi qui vit à Hambourg, on jouait ici, à Bamako, des guitares sèches. Donc on avait des amis libanais, donc ils pouvaient nous inviter pour leur soirée. C'est des soirées piscine comme ça. On joue en même temps, bon, aussi on participe à la soirée. La première idée, c'est que à 4 h du matin, les gens commençaient à se demander est-ce que tu as une cigarette? Ah, pour moi c'est fini. Et puis, on a fait le tour de tous les invités. Tous les invités ont fini leur cigarette. Il n'y avait plus de cigarette. Et les gens ont dit, moi j'ai dit, oh, cigarette, oh, cigarette, Habana. Depuis que j'ai chanté ça, ils ont fait le truc que le là, hein, autour de la piscine, oh, cigarette, oh, cigarette. Et puis il y en a qui se jetaient dans la piscine. Depuis ce jour, oh, cigarette est devenu No More Cigarette. J'ai pris conscience maintenant, enfin, si tu veux, j'ai basculé cette comédie-là, ou ce moment de joie, comme ça, sur le tabac. Et la vidéo a été envoyée partout. Et en Côte d'Ivoire, comme au Bénin, comme au Burkina, le 1er janvier 1993, la télévision a montré ce morceau-là, Habib Kouyaté, No More Cigarette. Et puis, la dame a dit le meilleur vœu du Mali pour toute la sous-région africaine. Et c'est comme ça, j'ai été connu pour la première fois dans tous ces parties-là. D'accord. Voilà. Alors, je propose qu'on regarde un petit extrait. Ah bon? Oui. C'est parti. On regarde un petit extrait de Cigarette Habana. J'en connais qui préfèrent matin bonheur comme café. J'en connais qui aiment chaud comme du riz. J'en connais qui aiment au lit comme une nana. J'en connais qui aiment au lit comme une mousse. No more cigarette, no more cigarette, Habana, Habana. No more cigarette, no more cigarette, Habana, Habana.
J'en connais qui préfèrent matin bonheur ou bien réveiller. J'en connais qui aiment fort et beau, comme l'obito. J'en connais qui aiment au lit ou bien tonifier. J'en connais qui aiment au lit comme une mousse, mousse. No more cigarettes, no more cigarettes. Habana, Habana. No more cigarettes, no more cigarettes. Habana, Habana. Toto, ne fume pas la pipou de papa. Toto, c'est interdit. Toto, a fumé la pipou de papa. Dans la tête de Toto, qu'a tourné toute la journée. Habana, et Toto. Habana, a Toto. Habana, et Toto. Habana, a Toto. Habana, et Toto. Habana. De retour sur le plateau de Djatiguia, ça c'est beaucoup de souvenirs, hein, monsieur Kouadé. On a vu que vous... Oui, il y a tellement de choses là qui me sont revenues. Et Bon. ça faisait longtemps que vous n'aviez pas regardé le clip, Oui, apparemment. il y a hein. longtemps. Parce que j'ai quelques clips de 93 qui ne sont pas sur YouTube. Sur YouTube, d'accord. Voilà, donc je crois que celui-là, maintenant il est sur YouTube. Oui, maintenant. Donc il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais c'est très intéressant. C'est mon premier clip, plusieurs années après ça, enfin 15 ans après. Mhm. Des gens m'ont revu. Et j'ai joué ce morceau. Mais c'est lui qui joue ce morceau-là. Ça, c'est des gens qui ont connu ce morceau il y a 15 ans. Hein, mais ils n'ont plus jamais entendu parler de moi. Alors, je suis venu faire un concert et je joue ce morceau. Ah, donc les gens ont mis un certain temps avant de mettre moi maintenant sur ce morceau de moi avant. Le visage. Voilà. Je Mais m'imagine. maintenant, c'est bon. La jonction a été faite. D'accord. Vous êtes à 6 albums aujourd'hui à votre actif, dont le dernier est Khalifa. 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 Oui. Khalifa. Khasso. Khalifa. Khalifa, sorti en 2019. Oui. Quelles sont vos sources d'inspiration? C'est vrai qu'on a l'impression que vous vous recréez à chaque album. Et pour ce dernier album-là, spécifiquement, Khalifa, Voilà. quelle était votre source d'inspiration? L'inspiration, moi, c'est social, hein, beaucoup. D'accord. Beaucoup. Il y a, je pense souvent à certaines musiques traditionnelles, Kassonké. Souvent, je les reprends. Et j'essaie de trouver des lignes de guitare pour les accompagner. Et peut-être j'ajoute un peu au niveau des paroles. Et voilà, le thème, par exemple, Khalifa, c'est en Bambara, c'est Khalifa. Je l'ai choisi pour mon album, le dernier. Il est sorti déjà en décembre 2019. Khalifa, je l'ai choisi parce que il y a quelque chose qui nous est tous confié. Une mission nous est tous confiée.
Je ne sais pas si vous comprenez. Si, j'ai très bien compris. Donc, et dans cette mission-là, il y a la patrie, il y a la famille, il y a qu'on doit protéger, qu'on doit protéger, généralement. Si on le pratique, si on le pense, ça peut nous aider beaucoup. Si on le prend au sérieux. Pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Ouais. Alors, vous chantez en dogon. Vous avez chanté l'un de vos titres, Mandé, et en dogon. Et vous avez aussi chanté en sorail avec Fatma, en bambara, en dogon et en sorail, en peul également. Alors, ça c'est un morceau peul. Et c'est comme une pièce, c'est une pièce unique. Et la diversité de la musique malienne, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pourquoi, sur la scène internationale, si tu prends l'Afrique, les artistes africains, il y a beaucoup plus de musiciens maliens sur la scène internationale que d'autres pays. Et ces différents musiciens maliens ne jouent pas la même musique. C'est vrai. Qui montre encore la diversité. La diversité. Donc chaque élément a un représentant. Chaque élément culturel, un musical, instrument particulier qui fait la note particulière de son style musical, c'est ça? Tu tournes, c'est pas pour rien que les Américains, en quelle année déjà, il y a peut-être 15 ans, avec le réalisateur noir américain, ils ont fait un film sur le blues. Donc c'est le Mali qu'ils ont choisi et ils ont choisi quelques musiciens du Mali que cet Américain noir est allé rendre visite. Donc ça a été filmé. Je parle de Spike Lee. Spike Lee. Ah, Spike Lee. Voilà, c'est lui qui a fait la production de la première épisode. Bon, et là ils sont venus bien sûr chez moi, Ali Farka, qui d'autres encore? Beaucoup d'autres Maliens. Ce film a été décidé Mali to Memphis parce que c'est au Mali qu'on pouvait trouver vraiment des musiques qui ressemblent beaucoup à des musiques noires américaines, comme on dit le blues. Bon, blues, le villageois malien ici qui joue la guitare, qui joue comme du blues, ne sait pas ce que c'est que le blues. Il est en train de jouer sa musique bambara peut-être, et même les tamashek aussi, ils ont des notes qui passent qui ressemblent beaucoup aux notes de blues. Voilà, la musique malienne est tellement diverse que moi, la source de mon expérience, c'est d'abord de jouer dans le quartier, c'est d'aller à l'école de musique, apprendre la guitare classique, c'est d'apprendre à jouer les morceaux américains sur ma guitare, dans une chambre avec une cassette. Ça, c'est mon bagage. Mon soubassement est quelque chose de divers. Quand j'apprends le morceau, j'écoute. C'est en anglais. Je ne parle pas anglais. J'écris ce que le gars dit. S'il dit pipi popa, j'écris pipi popa. Phonétiquement, quoi. J'écris phonétiquement. Donc, dans mon cahier, si tu me vois chanter à la guitare et je jette un coup d'essai sur mon cahier, si toi, tu es à côté là, tu veux venir lire ce que moi je suis en train de lire, tu ne verras pas la chanson. Et moi, par contre, celui qui m'écoute en train de chanter, si tu connais la chanson, tu trouves que je suis en train de chanter correctement en anglais. Bah oui, avec l'accent, même pas en anglais, par exemple avec la chanson Fatma, l'une de mes préférées d'ailleurs. On vous écoute, on a l'impression que vous avez l'accent y est, les mots, tout ça. On a vraiment l'impression que vous parlez sorail. D'ailleurs, je propose qu'on regarde un petit extrait et on se retrouve tout juste après. D'accord. Alpha Gane
ni handiro gatechimi ni borati Fatuma aljannatu wogom kabagannara achichi ngandia nangu fora maliganda berura ni borati Fatuma Fatuma donne-moi ta main Fatuma Fatuma donne-moi ta main Fatuma Alors, Monsieur Kouaté, oui. J'aimerais vous poser la question suivante. Quel est votre regard aujourd'hui sur la nouvelle génération d'artistes, de musiciens et de chanteurs? Comment est-ce que vous percevez? Est-ce que vous pensez que la relève est assurée? Ah oui, la relève est assurée. D'accord. Alors, on peut dire un petit mais. Sinon, je n'ai aucune inquiétude pour ce qui est de la relève des musiciens ou des artistes maliens. Ah ouais, je connais des jeunes enfin, qui ont 20 ans aujourd'hui, qui sont des instrumentistes, mais vraiment très talentueux. Moi-même, je les écoute, je les regarde, je dis mais comment? Quand est-ce que tu as appris ça? Tout ce que tu joues à la guitare par exemple, quand est-ce que tu as appris? Il dit tu as quel âge? J'ai 21 ans. Bon, donc je ne m'inquiète pas pour la relève. D'accord. Et le mais? Oui, le mais est que c'est d'essayer de garder l'identité. L'identité. Voilà, c'est important, l'identité. C'est pas grave d'apporter quelque chose, un élément étranger dans ta musique. Mais quand tu vas jouer ta musique, il faut que l'identité culturelle, c'est-à-dire que le Malien qui vit, qui a grandi au Mali, qui est imprégné aussi de toutes les sons maliens, quand il entend ta musique, qu'il sente quelque chose de malien. Ça, c'est le côté identitaire. Ce n'est pas... Il faut qu'on reconnaisse la touche malienne. La touche malienne, voilà. D'accord. Alors, une dernière question avant de se dire au revoir, c'est quels sont vos projets à court et long terme? Qu'est-ce que vous projetez pour nous? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Bon, moi je commence à arriver à un stade où je réfléchis, bon, il y a une sorte de stabilité qui se mélange à une instabilité. L'instabilité, c'est d'abord, c'est mon pays, la situation dans laquelle vit mon pays, le Mali, me rend très instable dans la projection des activités, ou dans la programmation des activités. Dans la programmation, et puis enfin, dans ma création, parce que ça me fait focuser beaucoup sur la condition de vie de la population malienne, et puis et la souffrance de la population. Si tu veux, ça me prend la tête. Oui. Ça me prend la tête. Comme tout bon Malien actuellement. Voilà, j'essaye de m'extorper de sortir,
pour continuer quand même à faire de la musique. Les projets que j'ai, c'est toujours mon espace que je suis en train de... que je vais faire agrandir. D'accord. Voilà, parce que c'est un espace, c'est un hôtel. C'est un espace aussi où il y a beaucoup de musique, de concerts. Mais c'est surtout un coin où vous dénichez des nouveaux talents. Oui, je les regarde jouer. Et ils sont bons. Je ne m'inquiète même pas. Nous sommes obligés actuellement de se nourrir d'espoir. Hein? Notre économie d'espoir qui était à côté là. Ça, dans ça, on doit puiser pour tenir, quoi. Jusqu'à ce que, comme on dit, les choses s'arrangent. Voilà, jusqu'à ce que tout ça passe, le Covid passe et que la vie reprenne normalement. En ce moment, on peut commencer à dire les choses, à espérer encore plus fort, à espérer normalement. Parce que maintenant, on n'espère pas normalement. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kouaté, pour votre disponibilité. Merci de nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui. C'était pour vous, Djatiguia, avec Habib Kouaté. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, l'équipe de production, tous ceux qui travaillent derrière cette émission. Et merci aussi à nos partenaires beauté, à Beauty by Adja et également à Coco Stylist. Prenez le rendez-vous, c'est chaque 2 semaines sur TM1. Mais d'ici là, portez-vous bien, ne zappez surtout pas. Les programmes continuent sur la télé qui vous allume. Bye bye.